Et l'Ukraine, on est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De la guerre mondiale? Oui, parce que pour moi, enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais nous sommes dans une guerre civile, dont, à mon avis, on n'aurait pas dû se mêler. Une guerre civile entre les Russes pro-russes et les Russes différents qui sont en Ukraine, une partie des Ukrainiens. Et cette guerre civile peut, si on s'y laisse entraîner, conduire à une guerre mondiale. Absolument. Attali nous dit la solution, c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Oui, il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement, il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Le livret A avec un grand A comme armement, rhétorique guerrière, eh bien on l'entend peut-être un petit peu trop. Et puis surtout, faut peut-être revenir à 20 ans en arrière, mais on retrouve beaucoup d'éléments de langage de la période guerre en Irak. Alors tout d'abord, si l'ennemi a changé, ce n'est plus Saddam Hussein et ses pseudo-armes de destruction massive, eh bien c'est Vladimir Poutine qui nous attaque. Alors, sauf à confondre l'Ukraine avec la Savoie, l'Alsace ou je ne sais quel autre département français, on va dire que là, on est dans une ambiguïté langagière qui est un peu spécieuse. Mais surtout, donc, on entend « vous êtes avec nous ou contre nous » contre Poutine. C'était exactement la même chose contre Saddam Hussein. Et quand la France refusa de se joindre à la coalition, alors qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La France, que des lâches, l'esprit de Munich, on se couche devant Saddam comme on s'était couché devant Hitler. Ce sont des défaitistes. Bon, on les voit venir gros comme une maison, effectivement, ou on est avec Ursula von der Leyen et l'OTAN contre Poutine, ou alors on est contre la démocratie, on est contre la prospérité. Et ça doit nous alerter. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur le nouveau totem cache-misère de la Macronie, l'économie de guerre, une version coercitive de l'enfumage. L'économie de guerre pour cacher la misère. Alors qu'Emmanuel Macron bombe toujours le torse dans le cadre du conflit en Ukraine, le gouvernement lui emboîte le pas, évoquant tantôt des possibles réquisitions, tantôt des confiscations. Le point tout de suite. La Macronie à l'agonie mise sur la guerre. Après avoir participé à la désindustrialisation de la France dans des proportions inédites, le président de la République veut désormais imposer l'idée d'une économie de guerre. Plus proche des finances en déroute, le pays est toutefois bien loin de pouvoir se remettre en ordre de bataille en un éclair. Une situation erratique qui se marie mal avec les dispendieux présents distillés à l'Ukraine depuis l'entrée des troupes russes dans le pays le 24 février 2022. En effet, si une grande partie des annonces de l'exécutif français quant aux envois d'armes sur le front n'a pas été honorée, les stocks français ont tout de même accusé le coup. Pour écoper des années d'inconséquences, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, renoue donc avec la méthode coercitive comme celle qui était à l'œuvre pendant le Covid-19. Lors d'une conférence de presse sur le renforcement industriel, il a évoqué l'hypothèse de réquisition. J'attends évidemment des industriels des efforts en la matière. Ce ne sont plus des arsenaux, ce sont des entreprises. Donc je le dis comme client ayant passé des contrats. Néanmoins, ce ne sont pas des entreprises
comme les autres. Et donc, pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire, si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de priorisation, c'est-à-dire quand vous avez soit une entreprise, soit des sous-traitants qui produisent à la fois des objets civils et des objets militaires, c'est par injonction de donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile, d'imposer aussi des stocks minimaux. On le voit bien que si parfois les cadences de production sont trop lentes, c'est parce qu'il y a une tentation de faire du flux tendu et de ne pas avoir suffisamment de stocks de matières premières ou de composants. Et cela, évidemment, au bout de 2 ans de guerre en Ukraine, avec un budget de 413 milliards d'euros pour les 6 années qui viennent, il est impensable que l'industrie de défense ne poursuive pas, évidemment, sa transformation. Une transformation coûte que coûte permise par la loi de programmation militaire votée en août dernier pour la période 2024-2030 que le ministre de l'Industrie Roland Lescure a précisé ce matin. Dans la loi de programmation militaire, on a voté une disposition qui fait que si on a besoin, notamment pour des fournisseurs, de prioriser la production qui va dans des appareils militaires à de la production qui va dans un appareil civil, on peut le faire. Et on en a besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. Et on peut même aller jusqu'à procéder à des confiscations. Réquisition, confiscation, les gros mots sont sortis. Problème, ça n'a jamais fait fonctionner une chaîne industrielle. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Sébastien Lecornu a expliqué que l'armement en France avait des difficultés à s'exporter. Pour la première fois, je tiens à le dire aussi, nous avons raté quelques contrats. Notamment avec des clients potentiels en Europe de l'Est, dont le critère de délai de livraison primait sur les critères du prix. Et ces contrats, malheureusement, n'ont pas pu être remportés par des industriels français, car les délais de livraison qui étaient affichés étaient par trop dégradés par rapport à ce que la concurrence pouvait proposer. Et donc c'est aussi une alerte pour nous tous de comprendre que désormais nous avons des clients pressés, comme le ministère des Armées françaises l'est lui-même. Des clients d'autant plus pressés que les dirigeants européens, à commencer par Emmanuel Macron, se sont transformés en va-t-en-guerre en marge du conflit en Ukraine. En effet, pendant que le président français bombe le torse au niveau national, il rebat également les oreilles avec ses obsessions sur l'Europe de la défense. Une Europe de la défense qui montre ses faiblesses aussi bien dans l'industrie de l'armement que dans sa simple capacité à concentrer les contrats dans son espace économique. Des failles aggravées par une vision de l'armée totalement déconnectée des réalités actuelles. C'est ce que nous expliquait l'historien militaire Sylvain Ferreira. Si l'Europe veut se préparer demain, il faut revoir complètement notre situation, je dirais, sociale et psychologique à l'égard de ce qu'est l'armée. Il faudrait revenir à des armées semi-professionnelles, c'est-à-dire intégrant une part de conscription. On le voit aujourd'hui, que ce soit dans la problématique de l'Ukraine ou dans la problématique de l'armée russe, on est obligé de recourir plus ou moins à la conscription, donc à des gens qui seraient préalablement formés par un service militaire avant la guerre, ou alors à des réserves permanentes comme on en a par exemple sur le modèle du citoyen soldat en Suisse, mais on est dans des dispositions qui sont à repenser de fond en comble. On ne peut pas passer de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, de zéro armée, sinon des poignées de professionnels très compétents, à des armées de masse capables de s'affronter comme s'affronte aujourd'hui l'armée russe ou l'armée ukrainienne. Une Europe de la défense totalement intouchable pour l'heure, à l'image de l'économie de guerre prônée par le gouvernement français pour tenter de faire avaler la pilule de son incurie économique. Si un exposé des moyens militaires dont dispose la France par Jacques Sapir, à l'occasion de la promesse faite le 16 février 2024 par la France de donner 3 milliards d'euros à l'Ukraine. En avons-nous seulement les moyens ? Nous n'avons pas aujourd'hui 3 milliards d'armes à donner. Il faut le dire très simplement. Nos stocks sont tellement bas que nous n'avons pas 3 milliards d'armes à donner. Par ailleurs, si on compte là-dedans des armes que l'on promet aux Ukrainiens, mais à partir de nouvelles productions, ça veut dire qu'il faudra que les Ukrainiens attendent 2025 au plus tôt, et plus probablement 2026 ou 2027. Et pour les obus de 155 mm, nous avons actuellement un projet qui va faire passer la production annuelle, je dis bien de la production annuelle, de 30 000 obus à 60 000 obus. L'usine ne sera en réalité opérationnelle que début, voire mi-2025, et 60 000 obus. Admettons qu'on en donne la moitié, ça représente à peu près 4 jours de tir des Russes en Ukraine. Bref, la France n'a plus rien, y compris pour elle-même. Et c'est la même chose en Allemagne et pour tous les pays européens. Il reste l'arme nucléaire qui protège en dernier ressort, mais au-delà de ça, pour tout ce qui est conventionnel, il faudra repasser.
Donc l'idée même d'envoyer des militaires au sol et en dépit de tout jugement de valeur de savoir si la Russie doit être combattue ou non, est une idée stupide en soi, car juste déconnectée de toute réalité physique. Et si on pousse la confrontation à la réalité un tout petit peu plus loin, le sujet de la guerre en Ukraine n'est plus du tout une éventuelle victoire, mais plutôt de limiter la casse et si possible, éviter une prochaine avancée russe en Ukraine que personne ne pourrait repousser. D'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse si farfelue que je pose. Quand vous regardez la carte de l'Ukraine, vous voyez que la Russie a pris une grande bande de territoire de l'est vers le sud. L'Ukraine est aujourd'hui coupée de la mer d'Azov, et si la Russie prend la région d'Odessa, l'Ukraine sera coupée de la mer Noire et n'aura tout simplement plus accès à la mer. Et c'est sans compter les disons 2 millions d'habitants de ces régions qui sortiraient encore de l'Ukraine. Autrement dit, si Odessa tombe, l'Ukraine serait ratatinée à un petit État enseveli sous les dettes à une échelle bien plus grande qu'aujourd'hui. Car oui, les aides à l'Ukraine sont en réalité, pour une bonne part, des dettes. Elle ne pourrait donc même plus subvenir à ses propres besoins avant très longtemps et vivoterait probablement sous la coupe de ses créanciers. Bref, si Odessa tombe, on voit difficilement comment l'Ukraine pourrait s'en relever avant 50 ans. Alors forcément, de l'autre côté du miroir, du côté russe, je ne doute pas que la prise d'Odessa soit très tentante. Et justement, pas plus tard que ce mercredi 28 février, la Transnistrie a envoyé un appel à l'aide à Moscou pour réclamer sa protection contre la capitale de la Moldavie. Alors, quelle est l'histoire ? Pour la faire courte, la Transnistrie est une petite bande de terre à l'est de la Moldavie qui regroupe dans les 500 000 habitants et qui a proclamé son indépendance en 1990. Ils sont pro-russes et en froid avec la Moldavie depuis 30 ans. Et comme par hasard, comme vous voyez sur la carte, si on regarde les choses depuis les nouveaux territoires russes, du côté de la Crimée et de Kherson, la Transnistrie est juste derrière Odessa. Du coup, si les Russes voulaient vraiment assister la Transnistrie, ça serait quand même bien pratique de prendre Mykolaïev et Odessa pour que le territoire russe et le territoire de la Transnistrie aient une continuité territoriale. De plus, pour rappel, la Moldavie n'est pas dans l'OTAN. Quel hasard, me direz-vous ? Ouais, comme par hasard! D'autant plus que la Russie, au travers de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, avait déjà prévenu en 2022 que toute mise en danger de la Transnistrie serait considérée comme une attaque contre la Russie. Donc oui, objectivement, la Russie souhaite avancer sur Odessa et achever l'avenir de l'Ukraine une bonne fois pour toutes. Donc Emmanuel Macron aura beau battre des bras en appelant à envoyer des armes et des hommes en Ukraine, quand on n'a pas les moyens, on n'a juste pas les moyens. Et ce n'est vraiment pas une question d'idéologie, c'est une question de munitions et d'hommes. L'industrie militaire russe tourne à plein tandis que les industries de l'armement de l'UE sont à l'arrêt. Quant aux USA, ils n'ont pas spécialement envie de s'en mêler plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Quant à Vladimir Poutine, l'interview de Tucker Carlson montre bien qu'il est complètement conscient que la guerre en Ukraine se terminera par des négociations. En attendant que l'UE et les USA ou le gouvernement ukrainien passent à table pour signer la paix pour ne pas appeler ça une reddition, il continue à gagner du terrain. Alors oui, bien évidemment, tout cela finira par la paix et avec le temps, les relations entre l'Europe et la Russie se rétabliront. Il en va de même pour toutes les guerres. Et heureusement d'ailleurs. Alors évidemment, oui, le président russe voit l'histoire et les événements de son point de vue qui l'arrange bien. Objectivement, il distord la réalité à son avantage. Cette histoire de dénazification de l'Ukraine s'appuie sur des éléments de vérité qui sont extrêmement amplifiés et distordus pour justifier son invasion. Mais c'est le cas aussi de l'Occident qui prétend qu'installer des bases militaires de l'OTAN en Pologne, très proche de la Russie, en prévention d'un conflit avec l'Iran est tout à fait rationnel. Que la Russie ne se sente pas à l'aise avec 10 000 soldats de l'OTAN à 250 km de sa frontière me semble plutôt compréhensible. Vladimir Poutine, pour combien d'années en a-t-il encore ? Vous savez, j'ai 2 maîtres à penser en politique. L'un c'est Marx, parce que Marx donne les tendances longues. Et l'autre c'est Shakespeare, parce qu'il nous dit les complots, les conflits et les assassinats. J'ai eu le privilège de très bien connaître Gorbatchev. Gorbatchev est arrivé au pouvoir à la suite d'une succession d'événements totalement improbables. La mort de Brejnev, remplacé par Andropov, atteint d'une tumeur au cerveau, qui meurt, remplacé par Tchernyenko, qui meurt très vite. Gorbatchev fait un coup d'État et prend le pouvoir. Improbable. Et il a changé le cours de l'histoire. Donc Poutine mourra peut-être dans son lit dans 20 ans au pouvoir, ou autrement, bien avant. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que ces hommes s'inscrivaient dans des mouvements d'histoire et que l'acteur fait, mais fait pas autant que ce qu'on peut imaginer. Vous avez raison. C'est pour ça que je dis à Shakespeare et Marx. Le vrai maître de l'histoire, c'est Marx. Marx, le théoricien, pas le marxisme. D'ailleurs, Marx n'était pas marxiste. Le théoricien de l'histoire. Mais il y a parfois des dérivés, des sorties de route
En dehors des tendances. La tendance longue, c'est la démocratie et la liberté. Hegel et Marx, qui n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses, nous disaient tous les deux, la tendance longue, c'est la liberté. Parfois, il y a des périodes sombres qui viennent l'empêcher, mais pas longtemps. La Russie va-t-elle s'effondrer dans les années à venir? La Russie deviendra une démocratie et rentrera dans l'Union européenne. Si dur que cela puisse paraître, la guerre n'est que le prolongement de la politique. Si vous acceptez que l'on vous mente en politique, alors un bon angle de départ est de considérer qu'il en va de même pour les conflits armés. Ce qui est plus embêtant avec le gouvernement français en ce moment, c'est sa tendance à l'incohérence. Vouloir envoyer des troupes armées est incohérent dès lors que l'on sait que l'on n'a ni troupes ni armes pour combattre. Là, il ne s'agit pas d'un mensonge, il s'agit de l'exercice d'une pensée magique. Souhaiter ne suffit pas à prendre le contrôle du réel. Un autre exemple criant. La France, avec la bénédiction de l'Union européenne, affiche l'objectif d'une division par 6 de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, soit peu ou prou dans 25 ans. À la fin de l'année 2023, selon Emmanuel Macron, la France a diminué ses émissions de CO2 de 4,3% pour atteindre cet objectif. Or, si l'on prend le PIB auquel on retranche les déficits de l'État et les déficits du commerce extérieur pour avoir la croissance réelle, on obtient donc 0,9 croissance de PIB, soit environ 30 milliards, moins 100 milliards de déficit budgétaire, moins 100 milliards de déficit extérieur, soit un bilan négatif de moins 170 milliards, donc quelque chose de l'ordre de 5% de décroissance. Et à 5% de décroissance, vous êtes en ligne avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. C'est moi le meilleur! En allant plus loin que cela, on se rend compte que la baisse des émissions de CO2 est strictement corrélée à la décroissance de la richesse produite en France. Et c'est tout à fait logique puisque la production de richesse est très étroitement corrélée à la consommation d'énergie et que l'énergie que nous consommons est essentiellement de l'énergie fossile que l'on ne sait pas remplacer à grande échelle par des énergies autres que fossiles. Il y a bien le nucléaire, mais pour des raisons politiques, l'Union européenne y a renoncé. Actuelle des choses, diviser par 6 les émissions de CO2 revient à diviser par 6 la richesse disponible en France. Donc pour reformuler le projet, c'est de devenir extrêmement pauvre. Parce que si vous divisez le PIB par habitant par 6, vous en revenez en termes de richesse disponible aux années 30. Pas 2030, 1930. Alors oui, cela sera un peu différent des années 30 car les Français auront toujours Internet en 2050. Mais cela signifie que 20 à 30% de la population active travaillerait au champ, que les vacances à 100 km de chez vous redeviendraient la norme et que tout ce que vous pourrez acheter coûtera à minima 6 fois plus cher par rapport à un salaire actuel. En fait non, le logement coûterait peut-être moins cher car la population se serait considérablement appauvrie. Mais tous les objets technologiques probablement coûteraient bien plus que 6 fois plus cher. Les sociétés humaines se sont organisées tout au long des temps autour de l'idée de produire, vendre et consommer. Consommer au sens de consommer, de détruire et de posséder, la possession valant une valeur indépendamment même de l'usage qu'on peut en faire. On a peu à peu oublié qu'on pouvait réparer les choses, qu'on pouvait les recycler, qu'on pouvait les utiliser sans les posséder véritablement dans la plupart des cas. Peut-être est-il temps de passer d'une société de l'appropriation à une société de la location, où on ne ferait que utiliser les choses que quand on en a besoin. Faut-il acheter une voiture ou la louer? Faut-il même acheter des vêtements ou les louer? Et on peut décliner cela sur beaucoup de choses, qu'il s'agisse de livres, de films ou de bien d'autres dimensions. Et de ce point de vue, ce qui se passe en musique, comme toujours, est annonciateur de changement. C'est une toute autre économie, tant pour les producteurs, les vendeurs, que pour les consommateurs. C'est une toute autre société. Ça rejoint une idée très ancienne de beaucoup de sociétés. Nous ne sommes que les locataires de la planète. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Essayons de ne jamais l'oublier et repensons peut-être assez largement la société autour de ce principe. Najat Vallaud-Belkacem veut rationner Internet à 3 gigaoctets par semaine. Ces gens ne vivent pas du tout sur la même planète que nous. 3 gigaoctets par semaine et pas un de plus. Pour Najat Vallaud-Belkacem, rationner Internet n'aurait que des bienfaits. Limiter le harcèlement en ligne, favoriser l'écologie, mais pas que. Si nous savons que nous n'avons que 3 gigas à utiliser sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en Ultra HD. À mon avis, il y en a quelques-uns qui vont être emmerdés.
Pour le moment, je n'ai pas trouvé beaucoup de témoignages sur ce sujet, mais j'en ai trouvé un sur CNews de la journaliste Gabrielle Cluzel. Quand elle a été ministre de l'Éducation, on peut très bien qu'on prenne ce genre de mesures pour les enfants. Moi, je suis la première à trouver que les enfants, par exemple, ne devraient pas avoir de smartphone avant 15 ans. Et il y a certainement beaucoup de mesures à c'est pas l'État. Exactement. Et les parents seraient tout à fait bienvenus à prendre ce genre de décision. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'adultes. Et vous savez, on parlait de l'État Big Brother. C'est plus l'État Big Brother, c'est l'État Big Mother. Mais ça devient pesant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la censure. La censure, ça consiste simplement à interdire à quelqu'un de prononcer un mot. Le but, là, c'est de vous enlever cette pensée de la tête, de vous enlever cette possibilité même de la penser. We need a great reset. We need reset.